coupable. Le verdict a retenti vendredi soir à l'issue de 8 heures de délibération. L'unique accusé, Hassan Diab, condamné à la perpétuité par la cour d'assises. En son absence à la réclusion criminelle à perpétuité, la cour a également décerné un mandat d'arrêt à son encontre. La justice française a commis des erreurs qui, aujourd'hui, nous privent d'avoir le condamné en prison. Nous sommes Victoria Géraud-Velmont et Laurence Goldman et vous écoutez Copernic, l'attentat, le procès, un podcast de RCJ Studio. Ça faisait 43 ans qu'on attendait ce jour. C'est un point moins, c'est un soulagement et on se dit qu'on ne s'est pas mobilisé pour rien. Ça démontre surtout, c'est qu'on est un État qui n'abandonne pas ses citoyens. Rassurée parce que je suis fière de la justice française et contente parce que quelque part, il y a une reconnaissance 42 ans et demi après. Arrêt du 21 avril 2023 de la Cour d'assises de Paris, spécialement composée. La présence d'Hassan Diab sur les lieux établit qu'il a prémédité son geste en installant un engin explosif sur une moto qu'il garait dans la rue. La puissance exceptionnelle de la bombe prouve l'intention homicide de celui qui l'a déposée sur la voie publique en pleine journée, à proximité immédiate d'un lieu de culte abritant plus de 300 personnes. La circonstance de bande organisée, attachée aux destructions volontaires, est établie au regard de l'organisation mise en œuvre et des moyens de la pérennité du groupe terroriste qu'il servait. La gravité exceptionnelle des faits ressort du nombre de morts et de blessés, de la cible, une synagogue et ses 320 fidèles, de l'organisation mise en place pour la réalisation de l'attentat et des conséquences toujours vives sur les victimes venues déposer lors de l'audience, près de 43 ans après les faits. L'absence de l'accusé qui n'a pas permis d'apporter à la Cour d'éventuels éléments susceptibles de réduire la peine encourue a en conséquence conduit la Cour d'assises à prononcer la peine de la réclusion criminelle à perpétuité. La Cour délivre un mandat d'arrêt aux fins de permettre l'exécution de la peine. À la majorité, Hassan Diab est déclaré coupable d'avoir à Paris, le 3 octobre 1980, volontairement donné la mort à Aliza Lévy, épouse Chagrir, Jean-Michel Barbé, Philippe Bouissou et Hilario Lopez Fernandez, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec préméditation. D'avoir à Paris, le 3 octobre 1980, tenté de donner volontairement la mort à 47 personnes, partie civile à ce procès, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec préméditation. D'avoir à Paris, le 3 octobre 1980, détruit volontairement des biens appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, en l'espèce un engin explosif, au préjudice de riverains de la rue Copernic à Paris 16e et des rues avoisinantes, ainsi que des personnes présentes à proximité du lieu de l'explosion. La Cour condamne à la majorité Hassan Diab à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité. Décerne mandat d'arrêt à l'encontre de Hassan Diab. Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur national antiterroriste. Fait est prononcé au Palais de justice de Paris le 21 avril 2023 en audience publique de la Cour d'assises de Paris, spécialement composée. Enfin, 43 ans après l'attentat de la rue Copernic, les victimes ont été entendues, le responsable condamné. Un chapitre se referme, celui de l'instruction, celui des doutes, celui de l'attente. Mais un autre s'ouvre. Que va-t-il se passer maintenant ? Qu'adviendra-t-il de Hassan Diab resté au Canada ? Qu'adviendra-t-il de ces victimes du terrorisme ? Seront-elles indemnisées ? Seront-elles apaisées ? Évidemment, toutes ces questions nous interrogent alors que nous concluons ce podcast. Le vendredi 21 avril, le soir du verdict, Laurence et moi avons assisté au soulagement des parties civiles, au soulagement des fidèles de la synagogue, des familles de victimes tuées, des avocats. Déjà avant le verdict, alors que nous attendions l'ouverture de la salle d'audience, une ambiance de fraternité se mélangeait à l'angoisse de la décision. Arrivant au compte-gouttes, chaque fidèle de la synagogue exprimait sa joie d'être là en ce jour si important. Il semblait ne pas ressentir de crainte, mais plutôt un soulagement que ce moment arrive enfin. Puis vint la décision des magistrats.
Cette décision sembla refléter l'écoute si attentive des témoins, des experts, des parties civiles et avocats qui se sont succédés à la barre. Une certaine émotion transparaissait dans la voix du président de la Cour, tandis qu'un étrange silence planait dans la salle d'audience. Ce moment ne fut pas celui de la joie, mais celui du soulagement. Les parties civiles respiraient enfin. Ce qui est bizarre, alors c'est sûr c'est bizarre, c'est que ce procès c'est la fin de quelque chose. Patricia Barbé. En tout cas en ce qui me concerne. Alors fin, qu'il y a extradition, ça ne sera pas que fin, mais voilà. Et en même temps j'ai l'impression que c'est le début d'autre chose. Peut-être de rencontres avec ses parties civiles, d'une amitié très forte avec Corinne bien évidemment. Qui était là, elle aussi, depuis une quinzaine d'années, on va dire. Hein. On s'est croisés dans des commémorations, des choses comme ça, et on n'a jamais pris le temps de parler, et on s'était jamais rencontrés, en fait. On s'était jamais posé, on n'avait jamais pris le temps de parler. Ce qu'on a rattrapé depuis. et ça, c'est... Voilà, c'est comme si quelque chose qui était très destructeur... sortait du positif et nous portait vers quelque chose de meilleur, et ça c'est chouette. Moi, l'émotion que j'ai vécue, c'est tout bête. Hein. Isabelle. Les gens n'ont pas pu le voir, mais j'étais assise entre Philippe et Martine. Et pour la première fois, en 40 ans, on se tenait la main tous les trois. Et on a serré très très fort. Comme au moment de l'attentat. Et c'est la première fois que Philippe me serrait la main fort, que Martine me serrait la main fort, et que je me suis dit, ça y est. Et c'est en ça que c'était encore plus émouvant pour moi. Parce que j'étais à côté d'eux, au milieu d'eux, comme je l'étais au moment de l'attentat. Et la boucle est bouclée. Nous l'avons dit, ce procès était d'autant plus important qu'il n'a pas seulement fait la lumière sur l'attentat, mais aussi sur toutes les personnes qui étaient présentes dans la synagogue ce soir-là. Pendant tout le procès, 2 femmes vêtues d'un gilet bleu accompagnaient ces victimes arrivant petit à petit au tribunal. Elles font partie de l'association Paris Aide aux victimes. Elles les accompagnent dans leur démarche, mais aussi leur apportent un soutien psychologique. Nous avons voulu les rencontrer pour comprendre leur rôle, mais aussi pour mieux comprendre les victimes bien particulières du procès Copernic. Alors, je m'appelle Carole Damiani, je suis directrice de l'association Paris Aide aux victimes et par ailleurs docteure en psychologie. Depuis environ une 30aine d'années, le parquet mandate l'association sur la base d'un article de loi qui existe maintenant, et cette saisine nous permet de mettre en place un dispositif d'accompagnement des victimes. Donc, en amont du procès, nous informons les victimes du procès, son déroulement, les modalités pratiques, etc. Et on les prépare aussi psychologiquement. Durant le procès, il y a notamment des psychologues qui vont faire l'accompagnement psychologique des victimes. Et après le procès, il ne faut pas négliger ces dernières parties. Nous faisons à la fois une information sur l'exécution de peine. Qu'est-ce qu'une peine, par exemple, quand on dit il y a 10 ans de détention, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis aussi un soutien psychologique, parce qu'on sait qu'un procès, ça peut avoir un effet de rebond. Alors, il y avait ce qu'on a appelé la première victimologie qui est née dans les années 50, mais qui avait pour but de déterminer si une victime était coupable ou non. C'était donc elle était balbutiante, c'était pas encore tout à fait une science, et est née dans les années 70-80 ce qu'on a appelé la deuxième victimologie, qui était l'aide aux victimes. Comment ça s'est concrétisé en France? Par les lois Badinter, lorsqu'il est arrivé dans les années 80, 81 notamment. Et donc Badinter a mis en place, dans ce cadre-là, des lois en faveur des victimes. Et puis il s'est posé la question, c'est bien beau de faire des lois pour les victimes, encore faut-il qu'elles le connaissent. D'où l'idée de créer une structure. Et à l'époque, il y a eu un débat, est-ce que ça doit être un service public, comme un autre, ou une expression de la solidarité nationale et collective? C'est cette deuxième solution qui a été choisie, d'où la naissance du réseau
qu'on appelle aujourd'hui France Victimes, INAVEM à l'époque, avec donc des associations d'aide aux victimes, dont celle de Paris Aide aux Victimes que je représente aujourd'hui, donc qui est née donc dans les années 80. Elles sont toutes nées dans les années 80. Il y en a une par département, donc avec des psychologues, avec des juristes, des travailleurs sociaux, qui vont donc mettre en œuvre cette politique d'aide aux victimes, c'est-à-dire qu'ils vont faire connaître leurs droits aux victimes. Elles ont des droits, non seulement le droit pénal a évolué, la place de la victime, mais aussi l'indemnisation et la reconnaissance des préjudices qu'elle a subis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut véritablement dire qu'en France, on a un des systèmes d'indemnisation les plus aboutis qui puissent exister. C'est-à-dire que chaque victime est prise en compte pour ce qu'elle est, il y a des expertises pour le déterminer, etc., et pour qu'elle soit réparée au plus juste. Pour vous donner un exemple, j'ai une main, j'y tiens beaucoup, mais si je la perds, ma main a moins de valeur marchande que la main d'un pianiste, par exemple. C'est ça qui est pris en compte. C'est la particularité de chacun. C'est aussi dans les années 80 et peut-être plutôt 90 qu'il y a eu un développement des associations de victimes de façon parallèle. L'une des premières, les plus connues, a été SOS Attentat, qui a été créée par Françoise Rudetsky. Et donc, il est important qu'il y ait ce travail complémentaire entre les associations d'aide aux victimes que je représente, qui ont une mission de service public avec des professionnels, et à côté des associations de victimes, comme par exemple la FVT, qui va réunir des victimes entre elles, qui va faire des groupes avec ces victimes qui vont s'aider de façon mutuelle. Et les deux types d'associations sont tout à fait complémentaires. En ce qui concerne l'attentat de la rue Copernic, la différence avec beaucoup de procès que nous traitons actuellement, c'est que nous n'avons pas été désignés à l'époque pour aider les victimes, puisque le dispositif était embryonnaire. Ça n'existait pas du tout de la même façon. Les victimes étaient moins informées de leurs droits. Et à l'époque, les victimes, c'était très peu médiatisé. On n'en parlait pas quasiment. Donc, pour elles, il n'y avait aucune raison de se constituer partie civile, de se considérer comme victime, puisque c'est quelque chose qu'elles ne connaissaient pas. C'était une fonction qu'elles ignoraient complètement. Elles ne s'estimaient pas victimes, elles n'étaient pas présentes. Elles étaient présentes, bien entendu, dans la synagogue, mais pas sur le lieu même où ça s'est produit. Donc, pour elles n'étaient pas victimes. Donc, il n'y avait pas ces démarches à l'époque, ces besoins qu'il y avait de se constituer partie civile. Aujourd'hui, les victimes ont plus de droits. Elles ont droit à réparation, ce qui n'existait pas à l'époque. Et c'était moins connu. Donc, leur démarche, elle était tout à fait dans l'air du temps. Alors, bien entendu, maintenant, on mesure tout le décalage, parce que ce serait aujourd'hui, ça ne se serait pas passé du tout de la même façon. C'est-à-dire que nous aurions eu une démarche proactive. Nous serions allés vers elles pour leur dire « vous avez des droits », alors qu'à l'époque, ça n'existait absolument pas. Alors, le groupe des victimes n'est pas homogène. Il y a des personnes, effectivement, pour lesquelles ça ne représente pas grand-chose de se constituer, elles, aujourd'hui, en disant pendant des années, je m'en suis passée, ça ne représente pas grand-chose pour moi. Si je fais une démarche aujourd'hui, c'est plus en soutien des victimes qui étaient présentes au moment des faits, etc., en soutien de ces victimes que je veux le faire. Et puis d'autres disent, mais j'ai eu des droits, je veux les faire valoir, et... mais avec toute cette longue période où elles ont été sans ce statut-là, sans cette reconnaissance, sans que ça n'ait de sens pour elles. Mais c'est vrai que au cours d'un procès, il y a tout un phénomène de groupe collectif qui fait que parfois la prise de conscience, elle s'est faite parce que les autres étaient là. Lorsqu'il y a des victimes de faits terroristes, c'est pas elles en tant que personnes qui sont attaquées, c'est l'État, c'est symboliquement la communauté, et il est juste d'attendre de la communauté, justement, qu'il y ait une réparation, qui soit non seulement individuelle, c'est-à-dire on porte attention à ce que chacun a vécu, de quelle façon, et de réparer, dans la mesure du possible, cette personne-là de façon individuelle, mais la réparation collective est aussi très importante. Et donc c'est vrai que même si elle est tardive, ça a un sens vraiment pour ces personnes, qu'il y ait des groupes de parole, qu'il y ait une reconnaissance de la communauté à laquelle elles adhèrent, elles appartiennent, que ce soit une communauté qui est celle de la synagogue, par exemple, ou que ce soit, entre guillemets, la communauté
humaine, c'est-à-dire plus générale, c'est-à-dire qu'une infraction, et peut-être plus encore le terrorisme, non seulement atteint la personne elle-même, mais elle va remettre en cause des valeurs qui nous soutiennent tous. Et c'est fait pour ça, le terrorisme. Ça met à mal les valeurs de sécurité, de solidarité, de justice. Et justement, il est important de les réparer sur la scène collective, notamment cette solidarité. Et c'est ce qui s'exprime à travers ces groupes. Le verdict est implacable. Il déclare Hassan Diab coupable d'avoir commis l'attentat. Coupable de la mort de Philippe Bouissou, de Jean-Michel Barbé, d'Hilario Lopez Fernandez et d'Aliza Chagrir, mais coupable aussi de la tentative d'assassinat en masse des fidèles de la synagogue. Alors il y a 2 leçons de ce procès. Jonathan Arfi, président du CRIF. La première, c'est bien sûr l'idée qu'il y a une condamnation ferme du terrorisme, que cette condamnation intervient même longtemps après les faits et que la justice n'oublie pas, que la France n'a pas oublié l'attentat de la rue Copernic et que donc c'est un message envoyé à tous ceux qui baignent dans le terrorisme, qu'ils sachent que tôt ou tard, ils seront rattrapés. Puis le deuxième message, moins positif, malheureusement, c'est de se rappeler le temps perdu, le grand gâchis qu'a représenté cette procédure judiciaire sur 43 ans, le fait qu'aujourd'hui, nous avons une personne condamnée qui n'est pas en France par les errements et les atermoiements de la justice française, parce que Hassan Diab était en France et qu'il a eu malheureusement l'opportunité de retourner au Canada parce que la justice française a connu des erreurs, a commis des erreurs qui aujourd'hui nous privent d'avoir le condamné en prison. Je souhaite de tout cœur aujourd'hui qu'il puisse y avoir une extradition prochaine d'Hassan Diab. Que va-t-il se passer maintenant? Une peine de réclusion criminelle à perpétuité a été prononcée contre Hassan Diab, mais l'ancien universitaire n'est pas venu à son procès. Il n'a pas été extradé, il est au Canada et pas prêt d'en sortir. Le sera-t-il à présent que la justice française s'est prononcée? Pour l'heure, nul ne peut le dire. Eh bien, maintenant, ça va être compliqué, mais on va suivre. Maître Antoine Casubolo-Ferro. Ce qui est compliqué, c'est procéduralement. Mais les textes existent. Il va se passer que la France va faire une demande, si elle n'est pas déjà faite, une demande d'extradition, qui va être examinée par le Canada, les autorités canadiennes. Alors, sûrement que mon confrère KN vous a dit que Trudeau n'extradiait pas, etc. Bon, d'accord, ça c'est... Effectivement, il y a beaucoup de sous-tensions de politique en dessous d'une demande, mais en même temps... Trudeau n'est pas éternel, et puis la loi c'est la loi, et Trudeau est président, enfin il est Premier ministre, mais bon, il y a une Cour suprême, voilà, il faut faire confiance à la justice. Donc il va y avoir une procédure d'extradition. Je suis convaincu qu'elle aboutira. Ça prendra le temps que ça prendra, mais elle aboutira. Alors, dans ces cas-là, Monsieur Diab sera extradé, il arrivera en France, et il sera rejugé. Comme il a été jugé par défaut, dès lors qu'on lui remet l'arrêt, cet arrêt s'annule automatiquement et automatiquement il y a un procès. Ce nouveau procès étant le premier, du coup. Donc il sera... je pense que Diab sera recondamné et auquel cas il fera appel. Dans ce cas-là, on aura un deuxième procès. Diab sera condamné et auquel cas il saisira la Cour de cassation. La Cour de cassation refusera de casser. Et auquel cas, Hassan Diab ira en prison, ou bien la Cour de cassation cassera et on aura encore un procès, voire un deuxième procès. Bon, dans tous les cas, ça veut dire que malgré mon optimisme, puisque je n'ai fait que penser Diab coupable et condamné, malgré mon optimisme, voilà, Monsieur Diab a 70 ans cette année, donc on en a pour 10-15 ans. Voilà, il y a peu de chances que tout ça se réalise, mais on marche. Et quand il sera décédé, eh bien la procédure s'arrêtera de fait, mais on l'aura pas laissé en paix. Il va pas mourir en paix. Alors, pour les parties civiles, c'est encore une autre paire de manches, également très compliquée. Et là, c'est beaucoup plus fluctuant, on n'a pas les textes. C'est-à-dire que lundi 12 juin,
Donc, on saura, et vous le saurez. La question qui se pose d'abord, c'est-à-dire que depuis qu'on a créé le fonds de garantie et depuis qu'on juge que les parties civiles ont pris cette place et qu'il y a ces procès de terroristes, on a créé une juridiction pour indemniser les victimes d'attentats, la JIVAT. Et le problème qu'a posé le président de la cour d'assises, monsieur Petitot, c'est de dire, mais la JIVAT a été créée en 2014, je crois, ou 15, ou 16, ou 17, enfin récemment en tous les cas, et donc elle n'existait pas à l'époque de l'attentat. Donc est-elle compétente ? Donc il devait se renseigner, et c'est pour ça qu'il a renvoyé l'audience civile à lundi 12 juin. Donc lundi 12 juin, il va nous dire s'il est compétent ou pas. Parce que avant la création de la JIVAT, le président de la cour d'assises devenait aussi le président de l'audience civile. Donc si la JIVAT n'est pas compétente, on se retrouve dans la configuration de la procédure telle qu'elle existait avant la JIVAT, avant la création de la JIVAT. Donc là, il va nous dire, écoutez, la JIVAT, elle n'est pas compétente, donc j'attends, faites-moi vos demandes. Là, il faut évaluer pour chaque personne ce qu'on va demander. Pour une association, ça peut être un euro symbolique, pourquoi pas. Mais les associations ont aussi des frais. Ils n'ont pas des frais d'avocat, mais ils ont des frais de procédure, ils ont des frais d'administratif, ils ont des frais de communication. Donc pourquoi Monsieur Diab en serait-il dispensé pourquoi ne serait-il pas impliqué dans le remboursement de ces frais? Donc je dois en parler avec mon association. Maintenant, il y a chaque personne, entre ceux qui ont été blessés physiquement, ceux qui ont arrêté leur travail, ceux qui ont changé de travail, ceux qui ont quitté le pays. Bon, c'est pas les mêmes cas. Donc moi, si M. Petitot est compétent lundi 12 juin, je demanderai le renvoi de cette audience concernant mes clients et je demanderai la nomination d'un expert psychiatrique, expert ophtalmologique pour un monsieur auquel je pense, je demanderai. Voilà. Si la JIVAT, M. Petitot dit la JIVAT est compétente, alors je ferai ces demandes que j'aurai le temps d'évaluer devant la JIVAT parce qu'il y aura des audiences, ça va un peu traîner, mais en définitive, tout ça fera que c'est le fonds de garantie qui aura à rembourser. Et là, on rentre dans une autre paire de manches. Le fonds de garantie peut très bien nous dire, écoutez, c'était il y a 43 ans, nous, on existe depuis 20 ans, donc vous nous demandez des choses qui ne nous concernent pas. Et là, rebelote. Vous n'êtes pas compétent, fonds de garantie ? Très bien, retournons devant le juge de l'indemnisation des victimes de terrorisme, parce qu'il y a quand même un type identifié qui s'appelle Hassan Diab, et c'est Hassan Diab qui doit rembourser. Donc on va rentrer dans des méandres juridiques qui risquent de prendre du temps, mais encore une fois, là, pour le coup, ça dépend pas de la durée de vie de Monsieur Diab, ça dépend de la durée de vie plutôt des victimes et de leurs ayants droit, donc on a des chances d'aboutir un jour. Le message, il est clair. Maître Bernard Cahen. C'est que les terroristes n'ont pas leur place en France. Et que on peut aujourd'hui, si vous voulez, en conclure que M. Diab, s'il sort du Canada, risque à tout moment d'être arrêté, puisqu'il y a un mandat d'arrêt international, et que peut-être qu'on peut dire aussi, il y a un autre message que j'ai repris, je crois, dans ma plaidoirie, à savoir que demain, si vous voulez venir poser une bombe en France, vous saurez que non pas pendant 5 ans, pendant 10 ans, mais que pendant 50 ans, vous ne pourrez pas remettre les pieds en France parce que le dossier restera ouvert et que vous pourrez vous faire arrêter. Ce vendredi 21 avril, alors que le soleil commence à se coucher, nous retrouvons les parties civiles aux deux palais. Située en face des célèbres marches du palais de justice de l'île de la Cité, la brasserie accueille les avocats de la défense, les avocats des parties civiles, les magistrats. Combien de débriefs, de rendez-vous préparatoires ont été pris dans ce lieu mythique. Alors que les avocats d'Hassan Diab se réunissent en terrasse, les fidèles de la synagogue, Patricia Barbet et leurs avocats, sont assis au fond du café. Ils occupent une longue table. Ils sont une trentaine à s'être retrouvés ce soir-là pour fêter cette décision de la Cour. Ils s'embrassent, se serrent dans les bras, se félicitent, remercient leurs avocats. Laurence et moi sommes chaleureusement conviés à ce rassemblement. Nous assistons à ces derniers instants sur l'île de la Cité, qui sont le début d'une nouvelle page de l'histoire, pour ces victimes visées, invisibles.
celle de la reconstruction. Merci à Carole Damiani, directrice de l'association Paris Aide aux victimes. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce podcast. Carlos Rangel, notre assistant de production, Théo Seki, au montage et au mixage, mais nous lui devons aussi toute la musique originale de ce podcast, Benjamin Massé, Vincent Serroussi, Carlos Rangel et enfin Alex Bérébi, pour leur voix prêtée avec enthousiasme. Enfin, nous tenons à remercier tous ceux qui ont accepté de répondre à nos questions tout au long du procès et pour ce podcast.